Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est du Belge. Bonsoir Gérald. Bonsoir Barbara, vous êtes magnifique ce soir. Vous êtes très chic en smoking et ça tombe bien puisque ce soir, c'est soirée robe longue et smoking dans C'est du Belge à l'occasion du 45e bal russe. Nous sommes ici au Concert Noble à Bruxelles, en plein cœur du quartier européen. C'est un événement chic, glamour et mondain comme on les aime et vous allez le découvrir avec nous ce soir. En effet, la Russie sera le fil rouge. Ce soir, nous vous parlerons aussi bien des Jeux Olympiques de Sotchi que de la dynastie impériale des Romanov. Une émission donc qui s'annonce pleine de belles images. Vous allez rêver, vous allez danser, vous allez valser. Donc si vous êtes prêts, on vous prend par la main et on y va. Le lieu est superbe, l'événement tout autant. Le bal russe, c'est de la magie pour une belle et noble cause à découvrir en tenue de gala. C'est vodka caviar bien sûr, c'est aussi balalaïka, c'est aussi tzigane, mais il y aura certainement également du champagne. Sotchi, c'est fini? Pas tout à fait. Les Jeux paralympiques viennent à peine de débuter et De Nicole est un jeune snowboarder qui nous représente sur les pistes enneigées. Optimisme 100% sûr. Et saviez-vous que c'est Musicom, un studio bruxellois, qui a signé une grande partie de la bande originale des Jeux Olympiques de Sotchi? On vous fera découvrir ces bidouilleurs du son dans leur studio d'enregistrement. Et enfin, rencontre avec le grand-duc Georges, l'un des héritiers du tsar de Russie, à l'occasion du 400e anniversaire de l'accession au trône de la famille Romanov. Et commençons cette émission par la découverte du bal russe, un événement très couru de la capitale chaque année qui a lieu ici au Concert Noble, un endroit qui résonne encore des divers événements qui s'y sont déroulés depuis sa création en 1875 à la demande du roi Léopold II qui voulait en effet un endroit qui pouvait accueillir la noblesse avec une très belle salle de bal, c'est le cas ici et d'où son nom Concert Noble. C'est un privilège pour nous, Barbara, car c'est ici qu'aura lieu dans quelques instants la fameuse valse d'ouverture. C'est un des moments clés du bal russe. Alors on peut se demander évidemment quelles sont les origines du bal russe, à qui s'adresse-t-il, qui l'a créé? Eh bien Gérald de Coster-Yves, Crasson se sont glissés dans les coulisses à l'heure des derniers préparatifs. Le bal russe à Bruxelles, 45e édition. Des milliers de citoyens russes ou d'origine russe vivent chez nous. 3 vagues d'émigration expliquent cela. Tout d'abord le résultat de la révolution de 1917, ensuite les purges staliniennes des années 30 et enfin, voici quelques années, une émigration de type économique. La Belgique a été une magnifique terre d'accueil, je crois qu'on ne le dira jamais suffisamment. Lorsque les Russes sont arrivés ici, ils ont bénéficié de l'enseignement, ils ont bénéficié de facilité de pouvoir s'installer, s'intégrer. Le bal russe est destiné à financer l'organisation des Vitiaz, une association qui se consacre à l'éducation de la jeunesse dans l'esprit russe et orthodoxe. Au fur et à mesure des années, ce bal a pris beaucoup d'ampleur. Nous avons bénéficié d'une très belle popularité, d'une très belle réclame au sein de la ville de Bruxelles et en Belgique. Et nous avons eu de plus en plus d'amis qui sont venus de France, d'Allemagne, des Pays-Bas. Et je dirais que le public maintenant est très varié, très chatoyant. Le bal russe oscille clairement entre modernité et respect des traditions. Dans toute tradition, il y a des choses qu'on ne change pas. Il y a la marche d'ouverture où il y a une présentation, je dirais, des jeunes par des plus anciens. Et donc, sont un peu, en quelque sorte, les chaperons. Et donc, la marche, c'est une musique qui nous est imposée. Suit ensuite une polonaise de présentation qui est également une musique imposée avec une chorégraphie qu'on peut en principe pas trop modifier. Et ensuite, il y a la valse que je peux choisir. Alors, on m'a demandé de reprendre des valses plus russes, et donc j'ai choisi des valses russes depuis quelques années. Une danse d'ouverture, ce n'est pas que de la musique et une chorégraphie. Encore faut-il des participants doués et motivés. C'est une tradition qui permet en même temps de présenter les jeunes qui font leur première danse, premier bal, ce qui explique aussi la tenue, puisqu'on demande aux cavaliers d'être en habit. Donc c'est ce qu'on appelle la queue de pie.
Et alors les filles, on leur demande de revêtir une robe blanche. Et alors pour égayer un petit peu les choses, on demande des bijoux simples qui sont un collier de perles et des boucles d'oreilles en perles. Et donc c'est vraiment l'ouverture officielle du bal par une danse faite par ce qu'on pourrait appeler le comité des jeunes. Et qui dit bal russe dit aussi spécialité du palais. C'est vodka caviar bien sûr, c'est aussi balalaïka, c'est aussi tzigane, mais il y aura certainement également du champagne. Et afin que tout soit parfait, chaque détail a son importance. Je crois que le chic est attirant, il peut être flamboyant, il peut être contrasté. Il est certainement très sympathique parce que nous essayons, vous avez vu aujourd'hui, comme nous travaillons, nous sommes tous des bénévoles, nous avons tous pris congé aujourd'hui. Nous sommes, je dirais, une équipe qui tourne, mais une équipe qui se renouvelle de génération en génération. Et donc, bien entendu, par la force des choses, des très bons liens de sympathie sont créés entre les gens qui travaillent notamment ce soir et qui ne se voient qu'une fois par an, aujourd'hui. Et pour en savoir un peu plus sur ce fameux bal russe, eh bien, j'ai à mes côtés l'un des membres organisateurs, la ravissante comtesse Hélène Bennigsen. Bonsoir comtesse. Bonsoir. Alors pour vous, ce bal est une tradition familiale puisque vous y venez avec vos parents depuis pas mal d'années déjà. Tout à fait, oui. Alors on peut dire que c'est un peu en fait l'équivalent d'un bal des débutantes. Les jeunes filles doivent rencontrer les jeunes hommes. Pas forcément rencontrer les jeunes hommes, mais c'est effectivement voilà, c'est un bal de débutantes au départ. Donc c'est une volonté de tradition. On voit ici autour de nous un buffet à la russe, il y a de la vodka, il y a du caviar. C'est aussi une manière, je dirais, de faire connaître la Russie ou de retrouver cette âme russe qui vous tient tant à cœur? C'est un peu des deux, exactement. C'est pour nous, pour retrouver un peu cette âme russe, mais également pour faire connaître les traditions russes aux Belges et à l'Europe, et même voir au-delà de l'Europe. Donc c'est une forme, je dirais, d'ambassade de la culture russe. Exactement, oui. Merci comtesse. Et on reste en Russie puisqu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines des Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi. Ce n'est pas terminé puisque maintenant ont lieu, et ce jusqu'au 16 mars, les Jeux Paralympiques, donc ceux qui sont destinés aux handicapés physiques. Un de nos compatriotes, de Nicole, y participe et Gérald de Coster l'a suivi pendant sa préparation juste avant les Jeux. Regardez. C'est au Ice Mountain de Comines, l'une des rares pistes de sport de glisse de Belgique, que nous avons rencontré de Nicole. Depuis que j'étais petit, vers 12-13 ans, j'allais chaque année avec un groupe de copains. En fait, j'allais faire chaque année une semaine de sport d'hiver. Puis, au fait, j'ai eu un accident. Je voulais retourner, mais mes parents, ils m'avaient dit allez d'abord faire du ski avec une fédération qui aide les gens handicapés. Donc, j'ai fait ça et ça, c'était génial, en fait. Sa vie a basculé à 17 ans, un accident de moto. C'était le 27 mai en 2005. Je roulais avec une Dax. Il y a une dame qui a fait au fait demi-tour et je suis foncé en plein dedans. Et là j'ai vu, le pied il était arraché. Ça fait tellement mal qu'on le sent pas à cause que tous les nerfs sont arrachés tout de suite. Je me suis réveillé dans un lit et voilà, c'était l'histoire. J'ai perdu mon pied. La vie ne fait pas que des cadeaux et Denis en est témoin. Évidemment, cet homme est d'un optimisme à toute épreuve. Sa vie ne s'est pas arrêtée avec l'accident. Denis a toujours rêvé d'un emploi bien précis et il a réussi. Au fait, j'ai toujours voulu travailler dans un garage. J'ai toujours été fou de la mécanique, des voitures, des moteurs. Donc, au fait, moi, c'était dans le garage que je voulais être et ça a réussi. J'aime bien bouger. Il ne faut pas me demander de me mettre sur un bureau et me mettre assis pendant 8 heures parce que c'est pas mon truc. Depuis sa plus tendre enfance, Denis est ce qu'on appelle un sportif dans l'âme. Il pratiquait déjà plusieurs disciplines. L'accident n'a rien changé, ou presque. Je faisais du ski
Je faisais du vélo, je faisais du BMX, je faisais du skateboard, je faisais tout et maintenant je le refais. En compétition, je faisais au fait du hockey depuis que j'étais au fait tout petit. Ça c'est le seul sport que j'arrive pas à refaire maintenant parce qu'il faut courir assez beaucoup. Et ça c'est au fait peut-être la seule chose que, bah oui, un regret, oui, que j'arrive plus à faire le sport que j'ai fait avant. Bref, Denis est un homme comme les autres. Jeune, grand, fort, travailleur, sportif. Toutefois, la privation de son pied entraîne certains détails de vie que la toute grande majorité d'entre nous ne connaissons pas. Mais encore une fois, Denis égale optimisme, alors... Je vais dormir, il faut enlever la prothèse. Quand je me lève, il faut mettre la prothèse. Donc la première demi-heure en fait, de la journée, bah, c'est sur une jambe. Donc la douche, on prend sur une jambe. On fait tout sur une jambe. Donc ça, c'est la seule chose qui a en fait vraiment changé. Mais pour le reste, je pense que la vie est restée un peu comme la vieille. Peut-être même un peu mieux, car que j'ai appris le snowboard. Et le snowboard, en fait, c'est une partie de ma vie à partir de l'accident, en fait. C'est une chance ou pas une chance, mais bon, mon accident, il m'a en fait il m'a fait faire que je suis un peu plus sportif qu'avant même et j'ai beaucoup plus de facilité maintenant de vraiment me jeter dans le snowboard. Cette passion a peu à peu mené Denis à gravir les marches de l'excellence tout en lui faisant franchir les frontières en participant à des compétitions qu'il a régulièrement remportées. Denis, c'est l'étoile montante du snowboard belge. Je vois en fait presque tout le monde. Maintenant en décembre, je pars pendant 3 mois en Amérique. Mais de l'Amérique, je vais encore dans des autres pays comme le Canada, je vais en Russie, je vais en Slovénie, je vais en France. Donc je m'entraîne un peu partout où il y a de la neige, sauf en Belgique naturellement. Denis voyage aussi pour garder la forme et peaufiner sa technique. Il a atteint un tel niveau que cette année, il participe aux Jeux paralympiques. Denis concourt dans la catégorie Snowboard Cross, un parcours d'obstacles avec bosses, portes et virages relevés. Et pour cela, il faut un snowboard. C'est une de celles-là qui va partir aux Jeux Olympiques? Eh bien, celle-là, elle va partir aux Jeux Olympiques. Ça sera plus une board de training, parce que pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, j'emploie une toute nouvelle planche. Denis participe à ces Jeux avec l'espoir de remporter une médaille. Mais le simple fait d'être arrivé au pied du Caucase est déjà un trophée. D'autant que pour notre athlète, ce n'est finalement pas le plus important. C'est quoi votre philosophie de vie? C'est qu'on vit qu'une fois et il faut en profiter à max et on ne se laisse pas prendre la tête quand il y a des petites choses qui vont moins bien. Donc, optimisme 100% sûr. Mais Sochi est aussi une très belle aventure pour d'autres passionnés qui n'ont rien à voir avec le sport. C'est le cas d'un studio bruxellois qui a été choisi pour composer certains des morceaux de la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Sochi. Et ce studio, eh bien, il s'appelle Musicom. Il y aura donc un peu d'air belge dans les frimas russes. C'est Philippe Malburny qui nous raconte l'incroyable aventure de ce studio créé par un duo qui, on peut le dire, connaît la musique. Souvenez-vous, c'était il y a 15 jours, la cérémonie de clôture des JO de Sochi. Supervisée par Musicom, une société bruxelloise spécialisée dans la production audio, qui nous a accueillis quelques heures, le temps pour nous d'en savoir un peu plus sur le duo qui la dirige. Alors on se trouve dans un des studios de Musicom, qui est dédié celui-ci à la musique originale et au mixage. On compose, on écrit et on mixe notre musique et c'est un endroit où on passe beaucoup de temps. Pierre et Renaud se rencontrent dans les années 80 et c'est là que tout démarre. On était étudiants et on a toujours fait de la musique sur le côté en ayant un petit rêve dans la tête et ce rêve est devenu une forme de réalité. Oui. C'est un peu comme les jazzmen qui sont tout à fait collés à leur trompette ou leur contrebasse. C'est une passion réelle qui nous a donné beaucoup d'énergie et d'idées, je pense.
C'est un fond sonore et là le plan serré sur le néon, le petit crépitement. Et là, et voilà, c'est amorcé. On commence à écouter des sonorités, des couleurs, on écoute beaucoup de musique, on est très attentif à ce qu'il y a autour de nous et on essaye, c'est comme les épices dans un plat, on essaye de sentir les éléments et d'en faire une belle recette, quoi. Leur travail superviseur de choix musicaux. Cela implique de la recherche de musique, de l'arrangement, de la composition originale ou de l'adaptation. Bref, le travail est varié. Il y a des bandes originales de films ou d'émissions de télé. Tiens, ça me dit quelque chose. La publicité fait également régulièrement appel à leur service, ainsi que l'événementiel pour le choix ou le mixage de musique, un exemple ici avec le défilé Elite à Shanghai, ou encore de multiples collaborations avec de prestigieux metteurs en scène comme Franco Dragon. Nous avons travaillé à plusieurs occasions pour l'écurie Franco Dragon, mais dernièrement, effectivement, on a travaillé personnellement avec lui sur un spectacle à Abu Dhabi. Avec Franco Dragon, c'est une remise en question et un travail créatif perpétuel jusqu'au dernier moment. Donc, il faut absolument rentrer dans ce moule, dans cette façon de procéder. Nous voici en studio. Supervision d'un orchestre philharmonique. Le projet est important, entouré de secrets. C'est une société italienne de production de spectacles qui a proposé à Pierre et Renaud de réaliser la bande originale des Jeux Olympiques de Sotchi. Ils nous ont contactés, ils avaient besoin de savoir-faire supplémentaire, vraisemblablement, pour agrandir leur équipe. Donc on est allé les rencontrer à Milan et puis on a compris de quoi il s'agissait. On a ouvert de grands yeux et voilà, l'aventure a démarré. Et on s'est dit dans quoi on s'embarque parce que c'est une montagne, c'est un très très gros projet. En plus le niveau de pression est assez élevé parce que le temps de production est assez court. Les premiers contacts datent de juillet de l'année passée. On a commencé à vraiment travailler début septembre, on va dire. Donc ça fait quelques mois de travail acharné. Et c'est ainsi que tout a commencé, jusqu'à la livraison de 2 bandes-son, celle de la cérémonie de clôture des JO et celle de la cérémonie d'ouverture des Paralympiques de Sotchi 2014. Au programme, l'adaptation de nombreuses pièces du répertoire classique russe, enregistrées avec la complicité de solistes ou d'un orchestre, et une énorme pression à gérer, le tout sous la direction du metteur en scène suisse Daniel Finzi-Pasqua. Un travail énorme, éprouvant, mais passionnant. Quand le travail est drivé par la passion, j'ai l'impression que les compromis, les efforts passent parfois au second plan. En mettant de l'effort et de la réflexion, on peut arriver à faire de très belles choses et d'essayer en permanence de se remettre en question et d'apprendre. Il ne faut jamais croire qu'on peut dormir sur ses lauriers, c'est toujours garder cet éveil et cette passion qui nous a conduits depuis 20 ans. Nous sommes toujours au Concert Noble où les invités du bal russe commencent à arriver en compagnie d'un membre du comité organisateur, Madame Tatiana Roche. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que ce sont des Russes qui vont participer au bal russe ici à Bruxelles ce soir? Il y aura des Russes, mais pas que. C'est un événement qui est finalement international. Nous avons des participants qui viennent d'Europe, parfois d'Australie ou des États-Unis. Certains sont d'origine russe, d'autres pas du tout et viennent juste pour le plaisir du bal. Est-ce qu'on peut dire que les jeunes mordent à l'hameçon? Est-ce que les jeunes Russes, ils ont envie de participer à un bal comme celui-ci? Absolument. La plupart du temps, ils sont introduits par leurs parents qui les amènent vers l'âge de 16 ans, 18 ans. Et pour notre plus grand plaisir, on se rend compte qu'ils reviennent par eux-mêmes, entre groupes d'amis, et participent de nouveau au bal juste pour le plaisir d'enfiler un smoking ou une belle robe longue et de passer une excellente soirée dans un cadre magnifique. Nous, on va continuer, Tatiana, à parler de la Russie dans C'est du Belge. Dans un instant, on va vous raconter, mais vous la connaissez peut-être déjà, la saga mythique des Romanov. On se retrouve juste après la pub.
Nous sommes toujours à Bruxelles, sous les lustres du concert noble. Et c'est le moment le plus important de la soirée qui vient de commencer, la valse d'ouverture, le moment que tout le monde attend, Gérald. En effet, Barbara, ce sont 10 jeunes couples qui sont en train de tournoyer derrière nous. Les messieurs sont en habit, les dames sont en robe blanche. Et c'est une valse qui est un extrait du ballet La Belle au bois dormant de Tchaïkovski. Ça vous tente, Barbara? Écoutez, on peut y aller, mais un peu plus tard, si ça vous embête pas, parce que d'abord, nous allons parler de l'endroit prestigieux où vous vous êtes rendu il y a quelques temps. C'était au Palais d'Egmont. En effet, c'était il y a quelques semaines, avait lieu au Palais d'Egmont une soirée en commémoration des 400 ans d'accession au trône de la famille Romanov. Et j'ai eu beaucoup de chance, comme vous d'ailleurs, j'ai pu rencontrer et interviewer le grand-duc Georges de Russie. Eh bien Gérald, on revient sur cette histoire hors du commun avec Yves Crasson. Mesdames et messieurs, ce soir, le Palais d'Egmont nous ouvre ses portes pour une soirée commémorant le 400e anniversaire de l'accession au trône de la dynastie Romanov. De nombreuses personnalités sont présentes, dont des membres de notre famille royale. Suivez-moi. Et c'est l'un des derniers héritiers des Romanov, son Altesse impériale le Grand-Duc Georges de Russie, qui accueille les invités. Les bénéfices de cette soirée seront reversés à la Fondation impériale russe qui soutient la recherche contre le cancer. Grégoire Tolstoï en est l'instigateur. Grégoire Tolstoï, comme le dit votre nom, vous êtes évidemment d'ascendance russe. Que représente ce 400e anniversaire de l'accession au trône de la dynastie des Romanov? C'est un événement incontournable de l'histoire russe. Chaque 100 ans, on fête l'événement évidemment en Russie. 1913, c'était des bals incroyables. On ne pouvait pas passer à côté en 2013, il faut le faire. Il y a d'autres manifestations ailleurs qu'à Bruxelles? Oui, il y a des manifestations dans le monde entier, surtout en Russie, évidemment, heureusement. Mais il y en a aussi en France. J'étais à une magnifique réception à l'ambassade russe, et il y en a à Londres, à Berne, je sais, enfin partout aux États-Unis. Et pour en savoir un peu plus sur cette famille mythique qui continue de fasciner à travers le monde, nous rencontrons Madame Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Référence incontournable lorsqu'on évoque l'histoire de la Russie. Madame Carrère-Dancos, merci de nous recevoir et de nous donner un peu de votre précieux temps. Alors on le sait, vous êtes historienne, mais surtout vous êtes l'historienne de la Russie et vous venez de sortir un nouvel ouvrage, Les Romanov, une dynastie sous le règne du sang. Est-ce que vous pouvez un peu nous développer cette idée? Quand on regarde les autres dynasties, les Bourbons, les dynasties anglaises, les Allemands, bon, il y a des tragédies. Mais la continuité de la tragédie, elle n'existe pas dans d'autres dynasties. En dépit de ça, ils ont accompli une œuvre considérable, car ils ont construit un empire d'abord territorial incroyable. Partant de ce tout petit espace autour de Moscou, ils sont arrivés au bord de l'océan Pacifique, ils sont arrivés au pôle Nord, ils sont arrivés aux frontières de la Perse. Enfin, c'est absolument incroyable. Sur la mer Noire, où tout le monde a essayé de les empêcher d'arriver. Et ils ont construit aussi un grand État, un véritable État moderne, car en 1917, c'était un État moderne, une économie qui s'est développée remarquablement. Le développement économique de la Russie au début du XXe siècle, sous les Romanov, a été spectaculaire, et un État où la culture a régné en maîtresse. Et s'il y a bien toujours à Paris un spécialiste de la culture russe, c'est Emmanuel Ducamp, historien de l'art. Pour lui, impossible d'évoquer le faste de la cour et des collections impériales des Romanov sans parler de l'impératrice Catherine II. Catherine II, elle a utilisé l'art et le mécénat artistique comme un instrument à la fois de propagande et de renforcement de la puissance russe dans les esprits européens. On pourrait dire, vous qui êtes français, qu'elle a un peu copié Louis XIV avec Versailles. Elle a fait exactement la même chose. Elle a augmenté le patrimoine architectural. Là aussi, elle était très maligne, pas seulement acheté, elle a fait faire des œuvres d'art. Mais comme on le sait, la fin de la dynastie des Romanov sera tragique. Son dernier tsar Nicolas II et toute sa famille seront exterminés par les bolcheviks en juillet 1918. Un drame qui est sans doute à l'origine de la naissance du mythe Romanov, un mythe qui a perduré en Russie tout au long du XXe siècle, y compris chez certains dirigeants. Boris Eltsine, ça touche à la dynastie. Boris Eltsine, qui était un homme, un apparatchik communiste, s'est interrogé sur la question d'une restauration de la monarchie. Tous les restes sont retrouvés maintenant. On raconte parfois que tous n'ont pas été tués, c'est une blague. Tout ça a été analysé extrêmement sérieusement. Il a été très acharné à ce qu'on les retrouve.
à ce qu'on les identifie. Il ne savait pas quoi faire. Mais on lui a expliqué d'ailleurs que d'une part, ce n'était pas une solution, ça n'avait aucun intérêt, mais c'est dire que l'hypothèse dans sa tête a existé. Et des contacts ont d'ailleurs eu lieu avec le grand-duc Georges, très jeune à l'époque. Nous le rencontrons à Bruxelles. Monseigneur, vous êtes à ce jour l'héritier du trône de Russie, le trône des Romanov. Vous êtes né à Madrid, vous avez étudié en Angleterre, vous avez travaillé au Luxembourg, en Belgique maintenant, et vous habitez aussi chez nous. Est-ce que vous aimeriez vivre en Russie et avoir un rôle là-bas? Bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, la famille, avant tout, garde un rôle de protection de valeurs historiques. Donc nous ne nous involucrons pas dans aucune lutte politique, ni cherchons à faire de la politique dans la Russie. Nous sommes un lien historique et de culture. Nous nous adaptons aux valeurs modernes pour préserver une tradition russe. Bien sûr, pour nous, ce serait une grande joie de pouvoir retrouver notre patrie et avoir une place là-bas. On restaure de nos jours les valeurs traditionnelles de la charité. On travaille beaucoup avec des ONG, des associations de charité pour établir ces traditions et ces valeurs qui ont été effectuées par la famille à travers l'histoire et faire une liaison avec le pays. Merci, Monseigneur. Merci. Eh bien, Barbara, voilà encore une belle émission qui se termine. Et dire qu'on n'a même pas encore dansé. Ah non, mais je vais vous inviter, c'est promis. J'espère bien. La semaine prochaine, on se retrouve pour une émission spéciale printemps. On vous emmènera notamment en Toscane. On vous parlera aussi de mode. Et puis d'ici là, on se laisse sur de très belles images de bal, évidemment. Oui, mais nous, on va danser. Et on y va. Peut-être remporter l'un des 10 abonnements de 3 mois à Paris Match, répondez à la question et téléphonez au 0905 56 450 ou envoyez belge suivi de la réponse 1, 2 ou 3 ainsi que vos coordonnées par SMS au 60 20. Bonne chance.